Bien, merci. D'abord, merci pour l'invitation et bravo pour cette initiative extrêmement utile et nécessaire, surtout dans cette période où les peuples d'Afrique sont en train de porter sur le devant de la scène cette question du nécessaire départ des bases militaires françaises en Afrique. Alors effectivement, moi j'ai siégé pendant 12 ans au Sénat, mais 6 ans entre 2017 et 2023 à la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, puisqu'au Sénat c'est la même commission, alors que les Affaires étrangères et la Défense sont deux commissions distinctes à l'Assemblée nationale. J'y siégeais pour le groupe communiste, républicain, citoyen, écologiste. Et pendant toute cette période, je ne vais pas vous faire la litanie des interventions que j'ai faites sur ces questions, mais j'ai combattu avec constance les expédies, les OPEX, ce qu'on appelle les OPEX, qui sont en fait, à mes yeux, des expéditions néocoloniales de la France qui continuent, et aussi porter l'exigence du départ de la fermeture de nos bases militaires en Afrique, notamment lors du débat sur la loi de programmation militaire qui a été discutée l'année dernière et qui prévoit, comme vous le savez, une augmentation extrêmement importante des dépenses militaires de la France dans les années à venir. Et je veux dire une chose avant, ça vient d'être évoqué à propos des pouvoirs du Parlement, c'est qu'il faut bien quand même avoir en tête une chose, qui est une anomalie démocratique fondamentale, c'est que les opérations militaires de la France à l'extérieur continuent d'être déclenchées par le seul président de la République dans notre pays, sans autorisation du Parlement. Quand une opération militaire extérieure est déclenchée par la France, elle peut être déclenchée sans qu'il y ait de débat au Parlement, par le président de la République. Et un premier débat, au terme de 4 mois de cette intervention, est prévu, mais ce débat qui a lieu au Parlement à ce moment-là n'a pas le pouvoir d'arrêter ou d'interrompre cette intervention si le président de la République ne le décide pas. Donc nous vivons dans une grande démocratie dans laquelle le pouvoir du Parlement sur ces questions est extrêmement dévalorisé. Et pas seulement pour la question du déclenchement et du déroulement de nos opérations militaires extérieures, mais aussi, ça vient d'être dit, sur le commerce des armes. Une des dernières choses que j'ai faites avant de partir du Sénat, c'est de déposer une nouvelle proposition de loi pour la création d'une véritable délégation interparlementaire de contrôle du commerce des armes. Je peux vous dire que ça reste à cette heure un sujet extrêmement difficile à porter, et je ne parle pas de l'extension de l'utilisation du secret défense qui vient aussi d'être évoqué. Donc, y compris au Parlement, c'est une bataille d'imposer ces questions. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, nous pouvons le faire, et je fais partie de ceux qui ont essayé de porter les questions qu'on évoque ce soir, mais je peux être témoin du déni démocratique dans lequel on est sur ces questions. Et puis aussi du déni politique de nos échecs. Il se trouve que les 6 ans que j'ai passés dans la Commission des Affaires étrangères du Sénat ont couvert une grande partie de l'opération Barkhane, même l'essentiel de la durée de l'opération Barkhane jusqu'à la fin de cette opération. Et c'est incroyable de voir comment, devant la dégradation continue de la situation et l'échec manifeste de cette opération, nous restions dans le débat politique au Parlement, dans le déni de cet échec qui devenait au fil des années de plus en plus évident. Alors bien sûr, il y avait des questions qui progressivement se posaient de plus en plus, et nos voix isolées, je parle des parlementaires qui s'étaient prononcés,
dès le départ contre le déclenchement de ces opérations militaires, étaient par moments et parfois un peu moins isolés, parce que les questions étaient tellement fortes qu'il devenait difficile de les éluder. Mais au final, c'était toujours pour conclure qu'il fallait continuer. Et tout ça dans un déni total, et j'y reviendrai parce que ça me paraît être une question fondamentale, dans le déni de la parole croissante des Africains sur ces questions. Alors moi, parmi les questions auxquelles on se heurte dans cette bagarre, mais qui sont des questions que nous devons porter dans le débat public français, je voudrais en souligner trois. La première, c'est que nos bases militaires ne sont pas, depuis la fin des indépendances, un élément de sécurité des pays africains, mais sont, ça a été dit très bien par Augusta au début de son intervention, mais sont en fait un des éléments de maintien d'une domination, du dispositif de maintien d'une domination néocoloniale sur ces pays, d'une situation de dépendance, et qui est mise au service de ce qu'on appelle dans le langage institutionnel officiel nos intérêts. En vérité, de nos intérêts, c'est les intérêts de grands groupes français qui organisent la prédation des ressources africaines. Et il y a quand même un exemple qu'il faut citer à ce propos, qui est quand même emblématique, c'est celui de Bolloré. Bolloré a construit sa fortune sur la prédation des ressources d'Afrique. Il détenait jusqu'à l'année dernière la concession les grandes concessions portuaires des ports de l'Ouest africain. Il a fait le commerce des matières premières issues de l'Afrique. Il a construit sa fortune là-dessus. Il s'est aujourd'hui désengagé de la concession portuaire pour faire quoi? Pour investir cette fortune dans la mise sous contrôle des médias français et au service d'idées qui sont des idées qui sont les mêmes idées en fait, hein, au service des idées qu'il a mises en pratique dans sa relation avec l'Afrique et qu'il défend aujourd'hui en soutenant les forces les plus réactionnaires, les plus racistes de notre pays. Donc il faut bien comprendre que les bases militaires africaines, c'est une part de ce dispositif de domination qui est en fait là pour sécuriser le maintien de nos logiques de domination et pour s'assurer que les dirigeants africains en place ne s'écartent pas de ce chemin-là, ou s'en écartent le moins possible quand ils tentent de le faire. Mais le dispositif est effectivement plus large que ça. J'ai souvent porté des amendements au Sénat et dans toutes ces batailles sur les questions de fiscalité. La moyenne des ressources fiscales des pays africains dans leur PIB est 3 ou 4 fois inférieure à ce qu'elle représente dans le PIB de nos pays. Pourquoi? Parce que tout le commerce avec ces pays est organisé sur la base de franchises fiscales. Et les grands groupes français qui travaillent en Afrique ne payent pas d'impôts dans ces pays-là, pillent ces pays de manière éhontée, sans qu'aucune ressource ne soit mise au service du développement de ces pays-là. Le franc CFA, qui existe toujours, on l'appelle l'écho aujourd'hui, la France a fait adopter de manière scandaleuse, j'étais un des rares parlementaires à le dénoncer, a fait adopter à la va-vite le projet de ratification de la réforme de l'écho, qui est en fait un ripollinage du franc CFA, mais qui maintient exactement les fondamentaux du franc CFA. Donc les pays africains et les pays en tout cas qui étaient de l'ancien empire colonial français n'ont toujours pas d'indépendance monétaire réelle. Et les réserves du franc CFA et de l'écho aussi sont à la Banque de France, ici. Et j'ai demandé d'ailleurs que soient publiés les documents sur les conditions de cela, et c'est refusé parce que, soi-disant, ce sont des documents confidentiels que les parlementaires français n'ont pas à connaître dans le détail.
Et on pourrait citer d'autres choses encore. Et je crois